Pourquoi l'homme tue-t-il des animaux pour se nourrir? La question est banale, les réponses beaucoup moins. La philosophe Florence Burga est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Florence Burga. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, je le disais, directrice de recherche à l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique. Vous êtes sans doute l'une des meilleures spécialistes de la condition animale. Vous êtes notamment l'auteur de 2 ouvrages fondamentaux sur cette question, sur la question animale. Animal mon prochain, et puis Liberté et inquiétude de la vie animale. Et puis donc aujourd'hui, vous publiez L'humanité carnivore aux éditions du Seuil. Alors première question au cœur de ce livre, de je ne sais pas combien de pages, de près de 500 pages, 450 pages. Pourquoi mangeons-nous de la viande? Pourquoi l'être humain est-il carnivore? Alors la question demande immédiatement à être replacée dans un contexte historique, parce que si on veut répondre à cette question et que nous pensons au paléolithique, aux premiers hommes, eh bien ils ont mangé ce qu'ils trouvaient, tout simplement. La question, me semble-t-il, se pose de façon aiguë à partir du moment où l'humanité, dans son ensemble, institutionnalise l'alimentation carnée au moment, au fond, où elle n'a plus besoin de tuer des animaux pour se nourrir. Et c'est à ce moment-là que la question devient plus vertigineuse, bien évidemment. Parce que si on est obligé de chasser pour survivre, à ce moment-là, il peut y avoir une question évidente. Eh bien, oui, parce que j'allais vous dire, l'homme au départ était chasseur, voilà. Donc il a tué des animaux, il les a mangés. Donc je dirais que ça fait partie de son patrimoine génétique depuis toujours. Bien sûr. Ouais. Mais dans le même temps, nous ne ressemblons plus du tout à ces premiers hommes. Par exemple, l'histoire de la chasse est très intéressante. Elle commence par avoir une fonction uniquement de survie. On ne sait pas du reste si les hommes préhistoriques prenaient plaisir à chasser. Rien n'est moins sûr. Ouais. Tout à coup, donc, la chasse devient une activité de loisir qui n'a plus pour but d'apporter des nutriments indispensables. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'elle se développe. Et ça, c'est ça la question, en fait, qui m'intéresse, évidemment. Alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en lisant votre livre, on apprend qu'en fait, au départ, l'homme était plutôt, dans les temps, à l'origine, l'homme était plutôt un charognard, en fait. Voilà, alors il y a plusieurs espèces humaines, et puis c'est simplement Homo sapiens qui va rester en vie, et qui est actuellement la nôtre. Mais effectivement, on est beaucoup revenu sur la thèse de l'homme chasseur, de l'hominisation par la chasse, parce qu'il faut que les dispositions cognitives soient assez développées pour mettre au point des armes, des techniques de chasse. Et donc maintenant, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que les hommes ont d'abord charogné, c'est-à-dire récupéré les proies tuées par les animaux, ont aussi pratiqué le cannibalisme. On mangeait bien sûr, on ramassait la cueillette, on mangeait des œufs, des insectes, mais tout ça n'a pas laissé de vestiges. Ouais. Et c'est pourquoi les préhistoriens se sont beaucoup focalisés sur la chasse, les restes de gros animaux. Comment est-ce que la philosophe que vous êtes en est venue à défendre la cause animale? Alors, c'est une question à la fois philosophique et à la fois personnelle, parce que si aujourd'hui cette question est débattue, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler, elle ne l'était pas. Et je dois dire que ce sont des images d'abattage que j'ai vues tout à fait par hasard dans un film, qui ont provoqué chez moi une prise de conscience. Et je me suis dit, chaque fois que je mange de la viande, au fond, je participe à cela. Et j'ai pris la décision de consacrer mon travail de philosophe à ces questions. Je me suis dit, comment une société peut-elle accepter que tous les jours, à l'aube, eh bien, on abatte des animaux, au fond, pour rien, enfin, parce que c'est bon, puisque c'est l'argument qui est donné. Pour la philosophe que vous êtes, donc tuer un animal pour se nourrir, ça pose un problème, une question morale, éthique. Bien sûr, ça pose une question morale, éthique, et ça n'est pas, je ne suis évidemment pas la première à la formuler. L'Antiquité grecque, les philosophes grecs ont formulé de façon extrêmement précise et on peut dire fondatrice la question de la légitimité de la mise à mort des animaux. Donc bien avant l'élevage industriel et ces modalités d'abattage de masse qui caractérisent notre époque. Donc le fait de tuer un animal pour s'en régaler est évidemment une question qui pose une question morale, une question aussi de savoir qu'est-ce qui justifie que je puisse disposer de la vie d'un être qui, au fond, est assez semblable à moi, d'une certaine manière. Vous dites pour s'en régaler, mais on pourrait dire tout simplement pour se nourrir, comme d'ailleurs des animaux tuent d'autres animaux pour se nourrir. Alors bien sûr, vous mettez le doigt sur une distinction fondamentale. Si on tue pour se nourrir, le fait de prendre la vie d'un individu n'a pas la même signification. On peut dire qu'on est en état à ce moment-là de légitime défense et j'ai le droit de défendre ma vie
éventuellement au prix de celle d'un autre. À partir du moment où l'humanité n'a plus besoin de recourir à la mise à mort animale pour se nourrir, à ce moment-là, la question apparaît dans toute son acuité. Ouais. Quel statut vous donnez à l'animal? Parce que le statut justement de l'animal a changé récemment en France en tout cas. Il faut rappeler qu'en 2015, le Parlement français a modifié le Code civil et donc a reconnu les animaux comme des êtres sensibles. J'imagine que pour vous, c'est un vrai progrès. Alors oui, c'est un progrès qui n'a pas changé les choses de façon concrète, puisque le législateur a pris soin de dire que les animaux restaient cependant soumis au régime des biens, c'est-à-dire au régime des choses. Mais ce critère de la sensibilité est très important parce qu'il y a toute une tradition en philosophie du droit, et notamment Jean-Jacques Rousseau, qui montre en quoi c'est la sensibilité qui est au fondement aussi bien des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'homme. Donc, souligner cette capacité, c'est s'engager vers la reconnaissance de droits fondamentaux. Des animaux. Des animaux, c'est-à-dire le droit de ne pas être tué pour rien, de ne pas être enfermé, de ne pas être torturé. C'est ce qu'on appelle les 3 droits fondamentaux. Alors le bien-être animal, on l'a vu, on a tous vu ces images de certains abattoirs, en tout cas de maltraitance dans certains abattoirs. C'est devenu aujourd'hui un enjeu politique, on peut le dire. C'est devenu un phénomène dont l'opinion publique s'est emparée. C'est quelque chose dont l'opinion publique s'est emparée. Il y a aussi tout de même la commission d'enquête parlementaire. Donc les parlementaires, à la suite des vidéos tournées par l'association L214, ont estimé que ce qu'ils avaient vu était suffisamment grave pour qu'enfin on se penche sur cette question, même si on sait de longue date que les choses se passent toujours comme ça dans les abattoirs, puisque une vache est tuée à chaque minute. Donc, la mise à mort de ces animaux se fait dans des meilleures conditions aujourd'hui ou pas vraiment? Alors c'est en 1964, en 1970 ou 71 que les associations de protection des animaux obtiennent l'étourdissement des animaux avant leur abattage, c'est-à-dire avant leur égorgement. Mais quand on se penche un peu sur la question, on voit que il est difficile, au fond, de respecter la réglementation à cause des cadences, parce qu'un animal, évidemment, va se rétracter, parce qu'un mouton aura plus de laine sur la tête, que le choc électrique ne prendra pas. Donc, dans un rapport de l'INRA, il est dit qu'un animal sur 5 arrive réveillé au moment de l'abattage. Donc voilà, on tue 3 millions d'animaux par jour en France dans les abattoirs, donc forcément... Mais vous, même plus que les conditions d'abattage, de mise à mort des animaux, vous contestez la nécessité de les tuer. En fait. Bien sûr, bien sûr. Oui, je vais jusque-là, bien sûr. Et je crois qu'il est très difficile d'imaginer des réformes qui puissent véritablement améliorer les choses, étant donné la pléthore de viande produite. Alors, oui, avant de parler peut-être des solutions alternatives, rappelez quand même que l'élevage, la production alimentaire, c'est un enjeu, on a parlé de l'enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu économique très important, en particulier dans un pays comme la France. Donc ça, vous ne le sous-estimez pas? Bien sûr, mais probablement il ne faut jamais se laisser piéger par l'argument économique. Il y a bien des choses qu'on n'accepte pas et qu'on a raison de ne pas accepter, alors qu'elles pourraient rapporter de l'argent. Ça a été une des grandes discussions au moment de l'abolition de l'esclavage, par exemple. C'était économiquement très lucratif d'avoir des esclaves. Et puis à un moment donné, l'histoire des idées fait que d'autres valeurs arrivent et montrent que le critère économique ne peut pas être le seul critère à prendre en compte, sans quoi il n'y aurait plus aucune moralisation de la vie publique et de la législation. Vous pensez, Florence Burgat, qu'on pourrait se passer de manger des animaux, de toute nourriture animale? Je pense qu'on pourrait se passer de toute nourriture animale dans la mesure où une gastronomie végétale est en train de se développer, dans la mesure aussi où, peut-être c'est le moment de le rappeler, les simili-carnés faits à partir de végétaux et de champignons sont une invention... Par exemple des steaks de soja ou des choses comme ça, oui. Sont une invention de la cuisine chinoise au Xe siècle, au moment où une des branches du bouddhisme végétarienne instaure
ce mode alimentaire et une cuisine très raffinée se développe. Donc les grands chefs qui travaillent les végétaux disent qu'il y a une possibilité infinie qu'on n'a pas encore explorée. Vous dites d'ailleurs qu'on pourra peut-être bientôt faire pousser, je reprends vos termes, pousser de la viande en laboratoire. Alors ça, ce serait une viande in vitro et qui pourrait même avoir le goût de la vraie viande. Alors ça, c'est encore... Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les imitations de la viande par les végétaux, le seitan, le tofu, et puis il y a un certain nombre de chercheurs qui reproduisent, qui font pousser du muscle, et donc qui font de la viande in vitro, qui pour le moment, la production est mince, mais ils ont espoir de pouvoir en faire beaucoup, et donc de proposer finalement un jour... D'avoir des steaks de cette nature dans nos assiettes. Voilà, qui serait de la viande, de la vraie viande, mais qui ne proviendrait pas de l'abattage d'un animal. Alors Florence Burga, j'imagine que pour avoir écrit un livre comme celui-là, vous-même, vous ne mangez jamais de viande. Vous êtes vous-même végétarienne? Oui, depuis une trentaine d'années, et même végétalienne depuis 1 an seulement. C'est-à-dire que vous ne mangez ni viande, ni poisson, ni œufs? Ni lait, oui. Ni lait. Donc ça, c'est... Et vous ne portez pas de vêtements de cuir non plus, par exemple? j'ai gardé mes anciennes chaussures de cuir, mais chaque fois que possible, oui, bien sûr. Ouais. Et j'ai été très carnivore par le passé, et donc on peut se déshabituer, bien sûr, et cuisiner autrement. Et je crois que ça n'est pas cela l'obstacle. Voilà. Merci pour une réflexion plus approfondie sur la question. Donc l'humanité carnivore aux éditions du Seuil. Merci Florence Burga. Merci à vous. D'être venue en parler dans 64 minutes.